Le mal aujourd'hui, c'est quoi? Il y a de ceux qui détestent Félix Tshisekedi, mais qui sont prêts à aller pactiser avec Kagame. Ça, c'est intolérable. Là, personnellement, moi, je ne peux jamais supporter ça. Moi, je combattrai Félix Tshisekedi avec mes propres moyens. Je ne peux pas combattre Félix Tshisekedi derrière le Rwanda. Ça, ce sont des faiblesses. Mais au-delà de ça, Félix Tshisekedi aussi, je le combats. Pourquoi? Parce qu'il fait preuve d'une certaine légèreté dans ce qu'il fait. C'est lui qui est allé vers Kagame. Parce que déjà, les torchons brûlaient entre l'État congolais et le Rwanda. Nous avons vécu ici pendant plusieurs années sans un ambassadeur du Rwanda. C'est lui qui a accrédité l'ambassadeur rwandais, Karega. C'est lui. C'est lui qui a amené Kagame ici à Kinshasa et même à Goma. Le Congo ne doit pas être quémandeur de la paix. Le Congo ne doit pas investir pour qu'il y ait la paix. Le Congo doit investir pour qu'il y ait la survie de l'État. Apparemment, nous n'avons pas les mêmes objectifs là. Alors, dites-moi, si aujourd'hui on s'entendait avec le Rwanda de ne plus faire la guerre, mais laisser la latitude au Rwanda d'exploiter la zone convoitée, serons-nous en paix, oui ou non? Parce qu'il n'y aura plus crépitement de balles. Mais ça sera le même État. Nous nous battons pourquoi? Apparemment, nous n'avons pas les mêmes objectifs. Moi, je ne me bats pas pour qu'il y ait la paix. C'est vrai, la paix est nécessaire. Mais je me bats pour défendre mon héritage. Vous avez raison, mais sans la paix, on ne peut pas. Non, mais ça, c'est votre perception, cher ami. Ça, c'est votre... Je préfère que nous soyons en guerre toute la vie, mais que nous continuions à défendre l'intégrité territoriale et notre souveraineté. Pourquoi voulez-vous dire aux Congolais, l'essentiel, c'est la paix? Non. Ce n'est pas ça l'essentiel. L'essentiel pour nous, c'est de défendre notre héritage. Nous avons hérité 2 345 409 km². Nous avons hérité ce qui représente aujourd'hui 26 provinces. Nous avons hérité 145 territoires. Nous avons hérité 800 groupements, chefferies et secteurs. Nous avons hérité 8500 groupements. Nous avons hérité 55 000 villages. Nous avons hérité plus de 9 400 km linéaires de frontières. Nous avons hérité 450 tribus. Nous avons hérité 252 dialectes. C'est pour ça que nous devons nous battre. On ne va pas se battre pour avoir la paix. On ne va pas se battre pour avoir la paix. Parce que la paix, on peut vous dire, voilà, autorisez-moi, permettez-moi de violer votre femme, comme ça on ne va plus se battre. Vous dites, faites-le, l'essentiel que nous soyons en paix. Ça c'est ridicule. Ça c'est ridicule. Le dialogue a toujours été une bonne chose. Mais ça dépend des circonstances, des animateurs et de la motivation. Par rapport à la réalité actuelle, s'il fallait parler de dialogue, comment on peut s'y Ça ne sert à rien de dialoguer avec Félix Tshisekedi, ça ne sert à rien de dialoguer avec Kabila, ça ne sert à rien de dialoguer avec Nanga. Le dialogue, c'est important, mais on n'est pas obligé. Vous avez cité les acteurs majeurs de la situation. Ah, mais si vous le considérez comme majeur... C'est le président de la République, c'est lui qui représente la nation. Garant des institutions ou encore voilà, des institutions. Je crois que j'ai pris les risques. Vous avez parlé de Kabila qui l'autre fois était président de la République. Ça, c'est votre perception à vous. Et aujourd'hui, Nanga qui représente la rébellion. Je crois que vous dites que dialogue sans le 3 là. Je crois que j'ai pris les risques de vous dire ce que je pense et je crois que l'essentiel des Congolais ont entendu ce que j'ai dit. J'ai dit et je vous remercie. Nous nous battons pour la dignité nationale. Alors, si les gens ne comprennent pas ça, je suis désolé. Parce que ce que je considère comme des valeurs partagées, ce sont ces valeurs-là. Il faudrait qu'il y ait des interdits. Nous ne pouvons pas aspirer demain être un État si nous ne sommes pas une nation. Voilà pourquoi nous nous battons pour que la République démocratique du Congo, pour que ce que nous avons hérité, que nous sortions dans ce que nous avons hérité, un État-nation. Donc, pour moi, entre la paix et la dignité, moi je choisis la dignité. Alors, si nous n'avons pas ça en commun, on risque de pérorer sur le superficiel, on n'aura jamais gain de cause. Tenez, on nous dit aujourd'hui que nous devons dialoguer pour recouvrer la paix. Ça, c'est ce que vous dites. Le dialogue ne veut pas dire la paix. Le dialogue, c'est juste un cadre d'harmonisation
pour que nous ayons des solutions consensuelles. Mais fort malheureusement, dans ce que vous appelez acteurs, il y a des éléments malicieux qui sont au service du Rwanda, qui ont des visées sur nous, mais qui vont participer au dialogue. N'oubliez pas que nous tous, nous avons condamné l'infiltration. Mais avec AFC M23, c'est déjà un acquis. Attention, il n'y a pas que le AFC M23 qui est soutenu par le Rwanda. Il y a d'autres groupes armés qui sévissent chez nous, qui sont aussi soutenus par le Rwanda. Et l'accord qui est signé entre l'État congolais et le Rwanda, cet accord ne lie que 2 États. Ça ne concerne pas d'autres États. Il y a un danger qui nous guette, l'Ouganda. Alors, apprenons un peu à être sérieux, à être discipliné, à être intelligent. Pourquoi vous voulez nous amener dans ces débats de la rue où on va dire, non, voilà, on va chercher la paix. On cherche la paix avec le Rwanda. Et si demain il y a guerre avec l'Ouganda, on fait quoi? On cherche encore la paix avec l'Ouganda. Et s'il y a guerre avec le Soudan du Sud, n'oubliez pas que nous avons une situation de Mboro ici. Il y a déjà un problème de frontière au niveau du Soudan du Sud. Attention, nous avons un problème avec la Zambie. Comme l'intention est de sauver le pouvoir de Félix Tshisekedi. Donc l'intention est de sauver la nation. Comme l'intention est de calmer les ardeurs des Nanga et de permettre à Kabila de recouvrer son droit politique. Continuez avec votre aventure. Moi, je continue à croire à ce que je crois. Peut-être demain, je vais vous donner raison. En ce moment-là, je viendrai vous dire, oui, je reconnais que ce que vous avez fait, on a connu des avancées, bravo. Parce que moi, je me souviendrai toujours de ce qui s'était dit en 2001, 2002. On a dit à la population que le dialogue allait résolver le problème congolais. Nous avons dialogué. Nous avons signé un pacte social. Ce pacte social a été cristallisé dans la Constitution. Nous avons organisé les référendums. Nous avons organisé les premières élections, 2e, 3e, 4e. Et aujourd'hui, nous revenons à la case du départ. On va dialoguer avec les criminels. Pour dialoguer avec les criminels, il faudrait qu'il y ait une loi d'amnistie. C'est-à-dire, on va consacrer l'impunité. Mais c'est aussi une demande faite par une tranche de l'opposition, non? Suivez ce que moi je vous dis. Ici, Fayoulou, par exemple. Suivez ce que moi je vous dis. Moi, je cite l'Église catholique. Suivez ce que moi je dis. Je ne suis pas représentant de Fayoulou. Suivez ce que moi je dis. J'ai cité aussi l'Église catholique. Oui, suivez ce que moi je dis. Vous voulez que je suive les autres, pourquoi? Moi, je n'ai pas le droit d'opiner là-dessus. Non. Alors, vous donnez suivez ce que moi j'ai dit. Ça me fait mal de voir tous les criminels assumer de fonctions dans cet État. Ce n'est pas la volonté de... Alors, voilà pourquoi je dis que ça doit s'arrêter. On ne va pas continuer indéfiniment à tuer le Congolais et in fine, on leur accorde des chèques en blanc. C'est ce que tu sais qu'il refusait depuis longtemps. Il ne voulait pas. Non, c'est faux. Il ne voulait pas qu'il y ait mutualisation de force. Monsieur Félix Tshisekedi, le parti politique de Monsieur Félix Tshisekedi a été signé dans un rapport de Conseil de sécurité comme partie prenante à la crise militaire. Arrêtez ça. Moi, je vous parle de l'âme congolaise est en train de mourir. Vous venez me défendre les individus. Il y a des Congolais qui meurent, non? On ne défend personne. Non, non. C'est quoi la régénération rupture? C'est ce que je viens de vous dire. On doit arrêter ça. On ne doit pas continuer indéfiniment à tuer le Congolais et avoir des arrangements. On va amisser les criminels, les assassins, les détourneurs. Mais nous qui souffrons, personne ne parle de nous. C'est pas normal. C'est pas normal. On a accordé les chèques en blanc. Le Moussa Nyamwisi, le Roger Lumbala, les Bemba, et tous ces gens-là ont pris des armes. Ils ont tué dans ces pays. Mirou carrosse avec des cortèges. Mais leurs victimes sont encore là. Ils attendent justice. Bon, merci. Il y a des risques, mais je dis ce que je pense. Il y a des risques, c'est-à-dire... Ah, mais voilà. Je dis ce que je pense. Qu'est-ce que vous appelez risque? Cher ami, on va s'appeler. Bien, c'est pour nous un plaisir de vous retrouver encore une fois de plus pour ce nouveau numéro de cette émission Nice Press, où nous allons vous parler de ce qui se passe au pays en termes d'actualité politique, bien évidemment. On est le 16 janvier, 25 ans pratiquement après l'assassinat de l'ancien président M. Laurent Désiré Kabila, assassiné ici à Kinshasa, vous le savez, l'autre fois rebelle, l'autre fois avec son AFDL. M. Laurent Désiré Kabila est arrivé à Kinshasa le 17 mai 1997 et le 16 janvier 2001, il a été assassiné
Aujourd'hui, nous commémorons sa disparition, comme j'ai dit il y a peu, 25 ans après. Nous allons vous parler de ça. Et demain, ça sera pour Patrice Emery Lumumba, donc 65 ans après sa disparition, lui qui l'autre fois était le tout premier ministre ici au pays. Eh bien, nous allons vous parler, bien sûr, de la situation sécuritaire ici au pays après l'accord de Washington. Eh bien, les atrocités continuent, l'insécurité continue à battre son plein dans la partie Est, et même ici à Kouamout, vous en savez quelque chose. Eh bien, nous allons vous éclairer. Nous parlerons aussi du dialogue souhaité par des milliers, surtout dans la classe politique, dans le chef de l'opposition. Mais Kinshasa s'est dit ouvert, s'il faut dire ça comme ça, pour ces forums, pour ces dialogues, mais en croire les porte-parole du gouvernement. L'autre fois, il était clair pour dire que si seulement le dialogue sera convoqué, eh bien, tout va se passer ici à Kinshasa. Et d'aucuns se posent la question de savoir, oui, à Kinshasa, ce n'est pas mal non plus, mais du moins, est-ce que les autres prendront part? Est-ce que Kabila, par exemple, prendra plutôt part à ces forums? Est-ce que Nanga va venir? Est-ce que ce n'est pas une manière, si pas une façon d'exclure certains Congolais? Donc, nous allons vous donner des précisions. Et pour ce faire, nous avons le plaisir et l'honneur de recevoir un habitué de cette émission. C'est vrai, ça fait longtemps. D'ailleurs, pour cette année nouvelle, c'est pour une première qu'il soit des nôtres. Le président Alain Bolodjoa, qui représente l'opposition, parce qu'il est de l'opposition. Il est le coordonnateur de ces mouvements qu'on appelle le BAT, les Vonou et Bâtissons. Il est en même temps l'un de cette nouvelle structure qu'on appelle Génération Rupture, je crois. Eh bien, ensemble avec lui, nous allons vous éclairer par rapport aux questions déjà évoquées. Je m'en vais saluer mon invité, M. Bolodjoa. Merci d'être là et bonne année en même temps. Et bon début de week-end à vous. Bonne année à vous. En tout cas, merci beaucoup pour l'opportunité. Alors, c'est pour nous un plaisir de vous recevoir. Comme j'ai dit à l'entame, je me répète que vous êtes un habitué de cette émission. Nous allons aborder les questions de l'heure. À l'entrée de jeu, nous commémorons la disparition de M. Laurent Désiré Kabila. 25 ans après la mort de ces derniers, ces soldats du peuple, l'homme qui nous avait laissé un testament disant de ne jamais trahir le Congo. Qu'est-ce que vous avez retenu de ces messieurs? Bon, moi, personnellement, je l'ai mieux connu après sa mort. C'est vrai qu'on parlait de lui, je le voyais souvent à la télé. Je l'ai vu une fois vers Météo. Bon, c'est un Congolais ordinaire. C'est quelqu'un qui vivait avec ses frères, ses sœurs, qui avait mis fin à la dictature bouboussienne, qui était quand même porteur d'une certaine vision. D'après ce que nous avons appris de lui, il était un révolutionnaire, d'après ce qu'on nous a dit. Il a eu à mener beaucoup d'opérations militaires dans le but de renverser le pouvoir de Mobutu, parce que lui se considérant comme lumumbiste, il avait pris l'engagement de renverser la tendance et de rétablir le lumumbiste dans leurs droits. Parce que il considérait que la manière dont Lumumba a été neutralisé ou tué ne pouvait pas rester impuni. C'est ce qu'on nous a dit. J'ai appris de lui qu'il était recruté, parmi tant d'autres, par AFDEL. Parce que d'après ce que je sais, il n'était pas à l'origine de la création de l'AFDEL. L'AFDEL était une initiative du Rwanda, du Burundi, ainsi que de l'Ouganda. Les autres ne sont venus qu'en appui. Et Laurent Désiré Kabila a été recruté justement pour apporter sa pierre dans le combat qu'ils étaient en train de mener. Et il était le porte-parole de l'AFDEL à cette époque-là. Il s'est autoproclamé par la suite président de l'AFDEL et jusqu'à devenir président de la République. Pour ceux qui pensent qu'il était, ou encore il serait à la base de ce que nous vivons aujourd'hui en termes de la sécurité dans la partie Est, êtes-vous d'avis ou bien il n'est pas à la base, mais fait partie des responsables. Voilà pourquoi j'ai dit, à force de vouloir tronquer l'histoire, ça risque de nous pousser à prendre de mauvaises décisions et nous risquons de demeurer dans l'erreur, parce que c'est ça en fait l'intention de l'ennemi. Laurent Désiré Kabila n'était pas à l'origine de l'AFDEL.
il a intégré l'AFDEL, il a été recruté comme tant d'autres. Mais lui s'est autoproclamé président. Il n'était pas le seul parmi ceux qui étaient recrutés. Il y avait aussi l'UDPS. L'UDPS a joué un rôle essentiel dans le combat de l'AFDEL. L'UDPS avait reçu mission de fragiliser Mobutu de l'intérieur pour faciliter l'avancée de l'AFDEL. C'est-à-dire qu'ils ont joué pratiquement le même rôle, mais la seule différence, c'est que Laurent Désiré Kabila avait une responsabilité statutaire, et cela lui a permis de s'autoproclamer président, d'autant plus que quand il venait, l'essentiel des militaires ou l'essentiel de troupes venaient des États partis. Mais lorsqu'ils ont commencé à recruter à partir du nord, Kivu Sud, Kivu Maniema, la Grande Orientale ainsi que le Grand Katanga, il a trouvé qu'en termes de proportion, il y avait un grand nombre de ce qu'on appelait à l'époque Kadogo. Il s'est senti assez fort pour s'autoproclamer président. Il est devenu président de l'AFDEL. Et puis, ils ont eu à faire ce qu'ils ont pu faire. Et je me souviendrai toujours le jour où il avait prêté serment au stade de Martyrs. J'étais là, bien que j'étais un peu loin avec les étudiants. C'est nous qui chantions à l'époque là contre son pouvoir parce qu'on considérait qu'il était venu avec le Rwandais. Et donc, voilà, il a une part de responsabilité, mais il n'est pas le premier, encore moins le seul. Voilà. Alors, ça, c'était pour Musée Laurent Désiré Kabila, c'est vrai. L'idéal, c'était de mettre fin à la dictature mobusienne. C'est fut fait. Demain, ça sera pour Patrice Emery Lumumba, 65 ans. Bon, je voudrais quand même rappeler, quand même rappeler certains faits que je considère graves, mais que d'aucuns semblent banaliser. Vous savez que l'intention de faire partie Mobutu, ou l'idée de faire partie Mobutu, a occasionné la mort de plus de 10 millions de Congolais. C'est-à-dire, il y a eu beaucoup de morts. On a perdu beaucoup en termes de ressources. On a perdu beaucoup en termes d'énergie, en termes de temps. Et donc, nous devons réfléchir à deux fois sur cette question parce que nous ne pouvons pas considérer ce qui a été fait que comme des avancées. On a connu une sorte de recul et c'est là nos préjudices jusqu'à aujourd'hui. Alors, Lumumba n'est pas né politiquement dans le même contexte que Laurent Désiré Kabila. Parce que Laurent Désiré Kabila a pris les armes. C'est vrai qu'il était influencé par le combat de Lumumba, mais Lumumba, lui, il a mené un combat pacifique. Il a eu à conscientiser la population par rapport à l'impérieuse nécessité d'exiger l'indépendance. Il n'était pas les seuls. Et Lumumba a eu à gagner la sympathie de l'essentiel de la classe politique jusqu'à telle enseigne d'avoir la majorité parlementaire. C'est cette majorité parlementaire qui lui a donné la possibilité d'être en alliance avec la BACO et les autres partis jusqu'à devenir Premier ministre et faire, dans cette approche, faire de Papa Kasavubu président de la République. Ils ont vécu dans ce contexte-là. Okay. Mais la grande difficulté, c'est que Lumumba était en avance par rapport au reste des Congolais. Il avait des informations que le commun des mortels ne disposait pas. Il avait le courage de dire certaines choses que les autres ne pouvaient pas le faire. Et cela n'a pas plu aux puissances, surtout à la Belgique. Il a été jugé, ou sinon il a été tué pour de fait de lèse-majesté. Il n'a pas dit de choses qui ont plu au roi des Belges. Et c'est comme ça qu'avec les Américains et au regard de leur centre d'intérêt, ils ont formaté son assassinat. Il est mort quelques mois après son élévation en tant que Premier ministre. C'est vrai que les deux ont été tués, peut-être dans des circonstances différentes, parce que Laurent Désiré Kabila est le seul président qui est mort en fonction. Lumumba a été déchu de ses fonctions, bien que de manière arbitraire, mais du moins il n'était pas en fonction pendant qu'on l'a assassiné, mais on l'a assassiné par rapport à la fonction. Et Lumumba a été tué dans une circonstance
que nous ne maîtrisons pas jusque-là, parce que selon les informations, les premières informations qui seraient tuées par la population, les versions diffèrent. Hein, ce qui n'est pas plausible de mon point de vue, mais par la suite, on s'est rendu compte que c'était les services d'intelligence des États-Unis et de la Belgique qui l'ont tué, parce que après ça, il y a eu des gens qui se sont déclarés détenir, n'est-ce pas, de parties de son corps et surtout les dents. Et donc, ça peut prouver à suffisance que Lumumba a été effectivement tué par le puissance au regard de leur centre d'intérêt. Et aujourd'hui, la Belgique cherche à réparer les erreurs de l'autre fois. Sinon, c'était une manière pour nous brève de vous parler de nos héros. On a parlé de Mouzou Laurent-Désiré Kabila et Patrice Emery Lumumba. Alors, prenons l'actualité du jour. En fait, je voulais dire les enjeux de l'heure, l'insécurité qui sévit dans la partie Est, alors que nous avons réussi à avoir l'accord de Washington signé devant le président Trump entre le président de la République Félix Tshisekedi et le président rwandais. Mais juste après, quelques jours après, c'était la chute du Vira. Et il y a un communiqué, vous le savez, venait des États-Unis demandant aux rebelles de se retirer. Ils ont pondu un communiqué à leur manière. M23 FC de se retirer, mais sans succès. Kinshasa parle d'un complot. Kinshasa vit un jeu où encore d'aucuns pensent que Trump joue à un double jeu pour nous faire mal. Sinon, la situation de l'Est, qu'est-ce que vous en dites? Bon, je crois que la situation que nous déplorons dans la partie Est a une corrélation directe avec les deux assassinats dont on faisait mention, on venait d'évoquer tout à l'heure. Parce que n'oubliez pas que Lumumba était le tout premier responsable de l'État à avoir parlé de la balkanisation. Lumumba, quand il parlait de la balkanisation, le Rwanda n'était pas si puissant que ça. Voilà. Pourquoi parlait-il de la balkanisation? Non seulement que l'idée de mietter ou de démembrer l'État congolais est née quelques heures avant la signature de l'acte de Berlin, mais le roi de Belge, lui aussi, craignait cette balkanisation, bien que le terme n'était pas le même, parce que n'oubliez pas qu'il y a eu un accord entre la Belgique et la France, ce qu'on appelle le droit de préemption. La France a soutenu le roi de Belge à avoir, n'est-ce pas, le droit souverain sur le Congo, dans l'idée de lui transférer ces droits-là après quelques temps. Le 2 août 1889, au lieu de signer l'acte de cession de l'État en faveur de la France, il a préféré signer plutôt un testament. Il a fait un testament cédant son droit souverain à la Belgique. La Belgique était un peu réticente, la Belgique a eu à accepter, et c'est en 1908 que la Belgique est entrée en possession, quelques temps après la mort du roi de Belge. Même pendant que la Belgique gouvernait l'État, il y avait une forte pression. Les gens pensaient que comme ils ne pouvaient pas avoir tout le Congo, il fallait provoquer les conditions pour qu'il y ait émiettement, pour qu'il y ait scission entre les partis. Nous sommes arrivés au lendemain de l'indépendance, pendant que le président Mobutu, déjà à l'époque de Lumumba, il y a eu des sécessions. N'oubliez pas, la sécession katangaise était soutenue par les centres d'intérêt, parce qu'ils considéraient que le Katanga étant plus fourni, regorgeant beaucoup de ressources minérales, il fallait impérativement en faire un autre État où on allait avoir un État géré et par le noir et par le blanc, comme ça a été fait pour l'Afrique du Sud. Donc, le combat que nous sommes en train de mener n'a pas commencé par nous. Tout à fait. Donc, c'est une vision indécrottable qui devrait en réalité nous motiver davantage pour que nous prenions de bonnes options. Laurent Désiré Kabila, oui. D'abord Mobutu, Laurent Désiré Kabila en a parlé. Laurent Désiré Kabila nous a donné les vraies informations. Il nous a dit ce qui s'est tramé contre nous. Ouais. Parce que Laurent Désiré Kabila était avec eux, ceux qui sont en train d'être utilisés dans la partie Est. Il nous a dit ceci. Le petit Museveni et le petit Tutsi se sont organisés. Ils m'exigent à moi de leur céder une partie de notre territoire.
Voilà pourquoi il a dit Niet ne jamais trahir le Congo. C'est comme ça que la guerre a commencé. Il leur a demandé de quitter notre pays et la guerre a commencé en 1990. La deuxième guerre a commencé en 1998. Donc vous comprenez que la question dans l'Est est une mutualisation de conflits d'intérêts. C'est-à-dire, c'est lui qui considère la question de l'Est que dans l'aspect économique, c'est trompe. C'est lui qui considère le Rwanda comme le seul acteur, c'est trompe. C'est lui qui considère qu'il y aurait un complot international où tous les États sont d'accord que le pays soit fractionné, soit divisé, c'est trompe. Il y a des conflits par rapport à la situation dans la partie Est. Parce que c'est dont nous a dit Papa Lumumba, ce n'est pas par rapport au Rwanda, mais par rapport à certains pays de l'OTAN. Ce que vous appelez abusivement communauté internationale. Ouais. C'est-à-dire, cette vision-là continue, mais c'est mutualisé avec la vision expansionniste ou les velléités expansionnistes de l'Ouganda, du Rwanda et du Burundi. Bien que pendant un certain temps, le Burundi n'en parle pas beaucoup, mais sachez-le très bien, dans l'histoire récente, le Burundi en faisait partie, parce que ce sont les 3 pays phares qui nous ont fait la guerre en 1996. Donc, toute solution qui n'intègre pas toutes ces variantes-là ne sont que des solutions palliatives. Alors vous parlez de l'accord. J'ai évoqué la question à rapport à l'accord de Washington. Aujourd'hui, les intentions sont connues. Vous et nous avions suivi la déclaration, la dernière, d'ailleurs, je crois, du président rwandais Paul Kagame. Moi, je n'ai pas suivi. Qui, bon, je vous informe, hein, si vous n'êtes pas... Oui, c'est ce qui s'est dit sur les réseaux. Informé, qui déclare clairement, noir sur blanc, que la terre de la RDC, dans la partie orientale, appartenait, dans sa tête ou d'après lui, au Rwanda. Ouais, aujourd'hui, ne voyez-vous pas que la situation est claire, les intentions sont mises à nu, donc les Congolais se voient dans l'obligation de former un corps pour barrer la route à Kagame pour barrer Non, ça, ce sont de raccourcis. On doit réfléchir la chose dans la profondeur pour que nous arrivions, n'est-ce pas, à lever les bonnes options. Apparemment, il y a certains Congolais qui ont dit la même chose que ce que vous dites de M. Kagame. Je cite ici M. Thomas Louaka. Lorsqu'il parlait du Congo, parce qu'il prétend connaître le Congo, lorsqu'il parlait du Congo, il a dit telle montagne, telle autre colline porte le nom de telle parce qu'il y a tel élément historique qui aurait justifié cela. Il vous a dit clairement que Rutshuru, tel, ce sont de noms d'origine rwandaise, et donc comprenez que le Rwandais avait effectivement occupé cet espace-là. Mais il ne se pose même pas la question. Comment sommes-nous, nous, Congolais, arrivés à diriger cette zone? D'abord, nous devons savoir que le royaume dont on parle, du Rwanda, ne s'étendait pas partout. Deuxièmement, vers les années 1300, 1400, il y a eu des batailles entre le peuplade qui occupait cette zone-là. Il y a des peuples qui ont dominé sur les autres et ils ont occupé. Après, il y a eu la présence des arabisés qui ont aussi occupé cette zone. Mais l'État dont nous faisons allusion ici, les 2 345 409 km², n'est pas une invention de l'État, de nous, population congolaise. Nous sommes héritiers de la décolonisation. La particularité qu'il y a chez nous, l'État congolais n'est pas né de la volonté d'un pays. La Belgique. L'État congolais n'est pas né comme le Rwanda qui est une volonté de l'Allemagne. Nous sommes une sorte de mosaïque. C'est-à-dire que la communauté internationale s'est décidée de créer un État neutre au cœur de l'Afrique. Voilà pourquoi, lorsque l'entreprise, le roi de Belge, a proposé le projet de créer État indépendant du Congo, après l'Association internationale du Congo, ils ont créé l'État congolais et ils ont soumis à l'approbation de la communauté internationale. En ce moment-là, nous n'existions pas. Kagame non plus. Ils se sont décidés de créer l'État. Ce sont eux qui ont placé les bornes. C'est vrai qu'à la suite de l'histoire,
il y a eu de pourparlers avec le Portugal pour que nous cédions une partie de Caïmba et que nous ayons l'accès à l'océan. Ça, ce sont des négociations qui ont été faites en international. Lorsqu'il y a eu la guerre mondiale, l'Allemagne ayant perdu la guerre, on a confié la gouvernance du Rwanda-Urundi à la Belgique, pas à l'État congolais, à la Belgique. Ils ont mutualisé notre administration. Il y a eu l'administration Congo-Rwanda-Urundi. C'est-à-dire qu'il y avait 3 États avec une seule administration dans la coordination. Mais chaque État avait une certaine autonomie sur certaines questions parce qu'il y avait un gouverneur pour chaque État. Mais il y avait un gouverneur général qui supervisait la gestion de ces 3 États-là. Et dans cette gestion, on avait certains éléments symboliques du pouvoir. Par exemple, la monnaie, l'administration, on avait ça. Mais ce n'était pas un seul État. Et on n'avait pas mutualisé nos territoires. Le Rwandais pouvait venir travailler chez nous et vice-versa. Mais chaque administration était autonome en matière de gestion au quotidien de ces projets. Bien qu'ayant une même monnaie, c'est de la même manière que vous voyez, l'IMOA, il y a des pays qui ont la même monnaie, mais dont les administrations sont autonomes. Alors, donc, nous, l'État congolais, nous ne pouvons pas, nous lancer dans les débats sur les territoires, parce que nous avons hérité de la décolonisation. Ceux qui sont mieux placés d'en débattre, c'est la Belgique, c'est la France, c'est la Grande-Bretagne, c'est l'Italie, c'est l'Hongrie, c'est la Grèce, c'est la Suède, c'est l'Allemagne, c'est les États-Unis, c'est la Russie, qui était à l'époque l'URSS. Bref, il y avait 14 puissances qui ont signé l'acte de Berlin. Ce n'est pas à nous qu'on doit poser cette question. Alors s'ils disent, voilà, ces terres-là appartenaient au royaume, mais ceux qui revendiquent aujourd'hui ne font pas partie du royaume, ils font partie de la République rwandaise. La République rwandaise a commencé dès la création par l'Allemagne. On ne peut pas commencer à rappeler le fait historique. On risque de dire aujourd'hui que le Congo n'existe plus parce que tous les territoires que nous occupons appartenaient aussi au royaume. Donc, voilà pourquoi j'ai dit la mauvaise communication de la classe politique milite contre nous. Qu'est-ce que moi je comprends? Je comprends qu'il y a des questions sensibles. Non, ne disons pas ça, parce que le tout risque de se fâcher. Et ne disons pas ça, parce qu'on risque d'apparaître comme un va en guerre. Ne disons pas ça pour faire bonne image à la communauté internationale. C'est ça. C'est-à-dire que non, on ne doit pas être extrémiste. Essayons d'aménager un peu. Mais ce que vous faites là, vous faites les lits. Alors, si Kagame a dit ce qu'on prétend là, Kagame dit qu'il s'est battu pour la terre. Mais la grande question que l'on doit se poser, est-ce la première fois que vous entendiez ce genre de choses? Je prends ici à témoin le professeur Ndaiwel. Je pose la question à M. Ndaiwel. N'avez-vous jamais parlé de ça? Si. Il en a parlé sur la situation de l'espace. C'est lui, d'ailleurs, qui a apporté les éléments. Et d'ailleurs, moi, quand je suis allé à la bibliothèque royale en Belgique, mais j'ai trouvé des données qui existent, des données historiques, certifiées, officielles. Je suis allé en Suède, dans ce qu'ils appellent archives, les archives. J'ai trouvé des éléments sur la création de notre État. C'est ce qui constitue d'ailleurs l'essentiel de mon livre que je suis en train de finaliser. Donc vous comprenez que les Congolais eux-mêmes ne connaissent pas leur histoire. Et les Congolais aujourd'hui veulent faire semblant comme si c'était la première fois d'apprendre que le Rwanda avait des velléités expansionnistes. Et je tiens à vous dire, la vision a été bien mûrie parce que Kagame est la résultante du combat de Julius Nyerere, qui était aussi l'un des porteurs de la vision de EAC. C'est-à-dire, lui qui a développé sa vision en 1964, et cette vision a été cristallisée et jusqu'à créer EAC en 1969, ils se sont dit qu'ils devaient occuper ou créer une organisation qui doit s'occuper de la zone d'influence Tutsi.
ou ce que nous appelons les nilotiques. Chez nous, nous les appelons Tutsi, les nilotiques. Ils veulent avoir cette zone-là. Et la zone, en ce qui nous concerne, ils prennent la partie Aru, Faradje, vous descendez jusqu'à Tanganyika. C'est ça le combat. Honoré Ngwanda en a parlé. Imatuchi, hein, Patrick Mbeko en a parlé. Et Charles Onana a survolé. Le professeur Ndaïwel en a parlé. Tout le monde le savait. Alors pourquoi êtes-vous surpris aujourd'hui? Nous avons suffisamment les informations par rapport à ces dossiers. Nous avons même les éléments de preuve. Vous avez cité la Belgique, vous étiez en Suède, vous avez vu comment les gens s'organisent par rapport à ça. Des vérités passionnistes, c'est connu, mais que faites-nous, nous, Congolais? Qu'est-ce que nous faisons? Que comptons-nous faire, s'il fallait dire comme ça, pour barrer la route à l'ennemi, pour mettre en difficulté ce projet noir contre la République? Voilà pourquoi nous insistons à chaque fois, quand nous passons à la télé, bien qu'incompris par ceux qui prétendent être au pouvoir ou ceux qui sont les affidés ou les esclaves de ceux qui sont au pouvoir, lorsque nous vous disions, nous devons nous réorganiser, nous devons nous réarmer mentalement, nous devons éviter de politiques apépristes, nous devons aller vers de politiques de précision, parce que tant que nous n'aurons pas une bonne administration, une bonne armée, une bonne éducation ou un système éducatif adapté, nous risquons de connaître le pire. Attention, les gens contre qui nous sommes en conflit ne travaillent pas dans l'immédiateté. Ils ne sont pas pressés en fait, ils sont méthodiques. Ils ont commencé leur bataille bien avant. Jusqu'à telle enseigne qu'eux-mêmes sont capables de venir quitter le Rwanda, venir chez nous au statut de réfugiés et demander notre nationalité. Parce que quand vous prenez la situation de 1971, 1972, ils sont venus avec leur intelligence, ils ont pratiquement affecté nos institutions, ils sont entrés, ils ont influencé des décisions, on a accordé la nationalité en masse. Ils ont obtenu notre nationalité en masse. Il lui fallut, vers les années 81-82... Ça, c'était l'œuvre de Mobutu, malheureusement. Non, mais fort malheureusement, mais il était dirigeant. Il n'était pas les seuls. Les spécialistes sur les questions de droit, à l'époque, c'était le père de ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui. Ce sont eux qui ont validé la décision de Mobutu sur le plan de droit. Ce sont eux qui ont été consultés. Étienne Tshisekedi était ambassadeur en 1970. On l'a rappelé ici à Kinshasa. Parmi les éléments qu'il a eu à traiter, il y a notamment cette fameuse ordonnance de 1971. Ce sont eux qui ont validé. Et c'est comme ça qu'il était aussi proche du père de celui qui est aujourd'hui ministre de l'Infrastructure. Ça, ce sont des évidences, ce sont des vérités. Ce que nous devons savoir, c'est que nous devons avoir une intelligence situationnelle. Nous devons avoir des personnes qui sont pétries de valeurs, des personnes qui connaissent assez bien l'histoire du Congo, les personnes qui connaissent les velléités de tous les pays qui nous environnent. Nous devons avoir une armée capable de dissuader et de persuader. Nous devons avoir une administration forte, à même d'identifier qui est Congolais et qui ne l'est pas. Nous devons former nos enfants dans nos écoles, partout, même à l'église. On doit apprendre à nos enfants la citoyenneté responsable. Parce que qu'est-ce que moi je constate? Je constate que quand nous sommes en face d'une situation, on nous dit non, voilà, nous devons nous aligner derrière les institutions ou sinon derrière les animateurs des institutions. Pas question, on ne s'alignera jamais derrière les animateurs des institutions. On doit s'aligner derrière la vision partagée de l'État. Parce que parmi nous, il y a des traîtres. C'est ce que nous déplorons, mais sinon, d'après vous, quelle est cette vision partagée de l'État? Non, mais la vision partagée, moi, Alain Bolodjoa, quelle que soit la proposition, quelle que soit l'idée, quels que soient les avantages qu'on peut me procurer, je ne trahirai jamais la patrie. Ça, c'est une vision que Laurent Désiré Kabila a tenté de distiller. Mais au-delà de tout, je dois travailler pour que le pays soit en mesure de se défendre contre les ennemis tant de l'intérieur que de l'extérieur. Je dois payer mes impôts, mes taxes et revendiquer à ce que cet argent soit bien géré. Je me bats pour que l'armée ait le moyen nécessaire, que nous ayons une armée adaptée à la situation. C'est ce que moi je fais. Je dénonce les détourneurs, le voleur, le pilleur, tous ceux qui sont en train de comploter. C'est ce que moi je fais. Que chacun de nous puisse tracer des lignes à ne pas franchir.
Le mal aujourd'hui, c'est quoi? Il y a de ceux qui détestent Félix Tshisekedi, mais qui sont prêts à aller pactiser avec Kagame. Ça, c'est intolérable. Là, personnellement, moi, je ne peux jamais supporter ça. Moi, je combattrai Félix Tshisekedi avec mes propres moyens. Je ne peux pas combattre Félix Tshisekedi derrière le Rwanda. Ça, ce sont des faiblesses. Mais au-delà de ça, Félix Tshisekedi aussi, je le combats. Pourquoi? Parce qu'il fait preuve d'une certaine légèreté dans ce qu'il fait. C'est lui qui est allé vers Kagame. Parce que déjà, les torchons brûlaient entre l'État congolais et le Rwanda. Nous avons vécu ici pendant plusieurs années sans un ambassadeur du Rwanda. C'est lui qui a accrédité l'ambassadeur rwandais, Karega. C'est lui. C'est lui qui a amené Kagame ici à Kinshasa et même à Goma. Mais il faut dire ici que les intentions, c'était de créer un climat de paix. Ça, malheureusement, non, cher ami. Mais aujourd'hui, par rapport à la réalité. Quelle réalité? C'est vrai, la réalité, c'est que les dangers nous guettent. Hein. Mais les dangers ont commencé bien avant. Tout à fait. Alors, vous avez dit tantôt, à son temps, Lumumba en a parlé. Il a dit qu'il y a un complot contre la République pour que le pays ou encore la nation soit balkanisée. Lumumba, plutôt que je raconte, Mouzé Kabila est venu avec presque le même discours. Aujourd'hui, ça semble prendre corps. Non, ça ne semble pas. Nous avons... Ça ne semble pas. Ne dénaturons pas. Mais ça commençait bien avant. Où, on peut dire en clair que c'est Kagame qui règne là-bas. Non, mais attendez. Nous avons eu un accord à Washington devant une grande puissance, les États-Unis, devant Donald Trump. Quelques jours après seulement, on a perdu Uvira. Non, mais ça, ce sont des conséquences. Certains Congolais pensent que c'est inévitable. Il est impérieux, il est très important que les Congolais se mettent autour d'une table pour lever les options. Quelle option? Barrer la route à l'ennemi. Quel ennemi? Aux ennemis. Quel ennemi? Vous avez cité le Rwanda, vous avez cité les États-Unis. Moi, j'ai cité aussi les ennemis de l'intérieur. Libre à vous. Ah, mais du voilà. Il y a de ceux-là qui estiment qu'il nous faut un dialogue inclusif pour pallier à la situation, pour que la paix soit réellement établie au Congo. Qu'est-ce que vous en dites? Non, attendez. Je crois que je ne me suis pas bien fait comprendre. Le Congo ne doit pas être quémandeur de la paix. Le Congo ne doit pas investir pour qu'il y ait la paix. Le Congo doit investir pour qu'il y ait la survie de l'État. Apparemment, nous n'avons pas les mêmes objectifs là. Alors, dites-moi, si aujourd'hui on s'entendait avec le Rwanda de ne plus faire la guerre, mais laisser la latitude au Rwanda d'exploiter la zone convoitée, serons-nous en paix, oui ou non? Parce qu'il n'y aura plus crépitement de balles. Mais ça sera le même État. Nous nous battons pourquoi? Apparemment, nous n'avons pas les mêmes objectifs. Moi, je ne me bats pas pour qu'il y ait la paix. C'est vrai, la paix est nécessaire. Mais je me bats pour défendre mon héritage. Vous avez raison, mais sans la paix, on ne peut... Non, mais ça, c'est votre perception, cher ami. Ça, c'est votre... Je préfère que nous soyons en guerre toute la vie, mais que nous continuions à défendre l'intégrité territoriale et notre souveraineté. Pourquoi voulez-vous dire aux Congolais, l'essentiel, c'est la paix? Non. Ce n'est pas ça l'essentiel. L'essentiel pour nous, c'est de défendre notre héritage. Nous avons hérité 2 345 409 km². Nous avons hérité ce qui représente aujourd'hui 26 provinces. Nous avons hérité 145 territoires. Nous avons hérité 800 groupements, chefferies et secteurs. Nous avons hérité 8500 groupements. Nous avons hérité 55 000 villages. Nous avons hérité plus de 9 400 km linéaires de frontières. Nous avons hérité 450 tribus. Nous avons hérité 252 dialectes. C'est pour ça que nous devons nous battre. On ne va pas se battre pour avoir la paix. On ne va pas se battre pour avoir la paix. Parce que la paix, on peut vous dire, voilà, autorisez-moi, permettez-moi de violer votre femme, comme ça on ne va plus se battre. Vous dites, faites-le, l'essentiel que nous soyons en paix. Ça c'est ridicule. Ça c'est ridicule. Nous nous battons pour la dignité nationale. Alors, si les gens ne comprennent pas ça, je suis désolé. Parce que ce que je considère comme des valeurs partagées, ce sont ces valeurs-là. Il faudrait qu'il y ait des interdits. Nous ne pouvons pas aspirer demain être un État si nous ne sommes pas une nation. Voilà pourquoi nous nous battons pour que la République démocratique du Congo, pour que ce que nous avons hérité, que nous sortions dans ce que nous avons hérité, un État-nation. Donc, pour moi, entre la paix et la dignité, moi je choisis la dignité.
Alors, si nous n'avons pas ça en commun, on risque de pérorer sur le superficiel. On n'aura jamais gain de cause. Tenez, on nous dit aujourd'hui que nous devons dialoguer pour recouvrer la paix. Ça, c'est ce que vous dites. Le dialogue ne veut pas dire la paix. Le dialogue, c'est juste un cadre d'harmonisation pour que nous ayons des solutions consensuelles. Mais fort malheureusement, dans ce que vous appelez acteurs, il y a des éléments malicieux qui sont au service du Rwanda, qui ont des visées sur nous, mais qui vont participer au dialogue. Le danger, c'est quoi? Déjà, avec naïveté, ce que vous représentez comme pouvoir, ils sont allés en international, ils ont disséqué la question en deux. Comment ça? La sous-région, avec un seul pays, le Rwanda, et puis la crise interne. Kagame, comprenant la naïveté de ceux qui sont vos dirigeants, il a créé par le procédé de siciparité, il a scindé la question en deux. Là, vous négociez avec le Rwanda pour l'intérêt dans la chaîne de valeur, d'après vos propres dires, mais de l'autre côté, il vous pousse à aller dialoguer avec AFC M23 pour que cette dernière puisse intégrer vos institutions. N'oubliez pas que nous tous, nous avons condamné l'infiltration. Mais avec AFC M23, c'est déjà un acquis. Attention, il n'y a pas que le AFC M23 qui est soutenu par le Rwanda. Il y a d'autres groupes armés qui sévissent chez nous, qui sont aussi soutenus par le Rwanda. Et l'accord qui est signé entre l'État congolais et le Rwanda, cet accord ne lie que deux États. Ça ne concerne pas d'autres États. Il y a un danger qui nous guette, l'Ouganda. Alors, apprenons un peu à être sérieux, à être discipliné, à être intelligent. Pourquoi vous voulez nous amener dans ces débats de la rue où on va dire, non, voilà, on va chercher la paix. On cherche la paix avec le Rwanda. Et si demain il y a guerre avec l'Ouganda, on fait quoi? On cherche encore la paix avec l'Ouganda. Et s'il y a guerre avec le Soudan du Sud, n'oubliez pas que nous avons une situation de Mboro ici. Il y a déjà un problème de frontière au niveau du Soudan du Sud. Attention, nous avons un problème avec la Zambie. Alors, pour nous réorganiser, encore ce que vous dites, ne voyez-vous pas qu'il est important que les Congolais se mettent ensemble comme ça, comme je me répète, parce que j'avais dit, on va lever les options, on va mettre le garde-fou, on va réorganiser l'armée s'il faut, on va restructurer l'administration, c'est alors qu'on sera fort. Non, mais effectivement, on sera fort, parce que si on arrivera à requinquer l'armée, à requinquer l'administration, naturellement, ça sera un bon début. Voilà. Mais attention, vos procédés là ne sont pas si parfaits que ça. Le problème, c'est Félix Tshisekedi. À la place. Le problème, c'est Félix Tshisekedi. Ah, mais non. Ah, mais voilà. Sur ces plateaux, vous avez dit, vous, personnellement, vous avez dit que c'est une situation qui date de longtemps. Vous avez cité la Suède. Cher ami. Vous avez cité la Belgique. Vous avez cité la France et d'autres pays. Vous avez parlé de Lumumba. Vous avez parlé des musées. Oui. Ça date de très longtemps. Non, mais ça date de... Tshisekedi serait à la base de tout ça. Non, mais je n'ai pas dit qu'il est à la base. Il a trouvé la situation. Et à sa manière, il essaie de faire mieux pour... Mais pourquoi à chaque fois vous cherchez à les dédouaner? Apparemment, c'est un irresponsable alors. Je vous pose des questions. Non, mais voilà pourquoi. Et apparemment, c'est un irresponsable. Pas du tout. Mais alors, responsable pour trouver une solution. S'il vous plaît, quelle est la mission d'un président de la République? Parce qu'apparemment, moi quand je parle de Félix Tshisekedi, c'est moi qui vous pose des questions. Moi quand je parle de Félix Tshisekedi, je suppose qu'il est président de la République. Non, c'est pas que vous supposez. Mais apparemment vous doutez. Il est le président. Non, mais apparemment vous doutez de ça. Je parle de Félix Tshisekedi en tant que président, pas en tant qu'individu. Si lui, il est incapable d'organiser l'armée, d'organiser l'administration, s'il est incapable d'organiser notre diplomatie, mais c'est ça, c'est ce qui retarde. La cause peut être lointaine, mais la solution tarde. Pourquoi? Est-ce que ce n'est pas une contradiction de ce que vous dites? Tantôt, vous avez reconnu qu'il y a de l'infiltration. Il y a des traîtres. Mais infiltration ne veut pas dire on ne peut pas surmonter. Traîtres, vous l'avez si bien dit. Mais parmi les traîtres, il y a lui aussi. Pourquoi vous ne voulez pas qu'on vous dise la vérité? Il est en train de nous trahir. On doit vous dire des vérités. Alors que lui, il cherche des solutions. C'est que vous appelez solutions, je vous ai dit, ce sont des solutions palliatives. Ce ne sont pas des solutions en tant que telles. Parce que si Félix Tshisekedi avait compris le pourquoi on avait refusé d'accréditer un ambassadeur rwandais chez nous, on n'allait pas avoir autant de problèmes que nous avons aujourd'hui. Avez-vous au moins une idée sur les liens qu'il y a entre Karega et AFC M23? Ou M23 tout court? Donc tout ce que nous vivons ici, parce qu'un ambassadeur était accrédité d'après vous, alors que Nanga hier, président de la CENI ici au Congo... Nanga était ici. Président de la CENI ici au Congo... Oui. Un moment...
chef rebelle. Oui. Donc c'est parce qu'il y avait un ambassadeur qui était accrédité. Non, mais apparemment, les Congolais n'ont pas la culture de bien réfléchir. Nous devons savoir ceci. Nanga et les autres n'ont fait que la mutualisation de frustration. Mais à l'origine, Nanga n'était pas en contact avec le M23. Vous ne savez pas ce que Karega a fait dans ces pays? Avez-vous une idée sur l'espionnage? Non. Alors, c'est lui qui a tout formaté, c'est lui qui a tout préparé. C'est que moi je voudrais nous dire. Si tel est le cas, comment on peut déjouer mais ayez un leader consciencieux, un leader intelligent, discipliné. C'est ce qui vous manque. L'adage qui dit l'union fait la force, pour vous, ça ne représente rien? L'union fait la force, cela veut dire on doit additionner les forces individuelles pour faire une force collective. L'union fait la force, ça veut dire quoi? Vous pensez que si vous prenez deux bougres, vous les mettez ensemble, ils deviennent forts? Si vous prenez deux imbéciles avec deux idiots, vous les mettez ensemble, ils deviennent forts? Il faudrait que les forces se mutualisent pour avoir une force supérieure. C'est ce que ça veut dire. Ce qui est vrai, tant que nous n'aurons pas dans ces pays un leadership clairvoyant, un leadership intelligent, transformateur, il n'y aura rien. Ne rêvez pas. Ne rêvez pas. Êtes-vous pour ou contre le dialogue? Le dialogue a toujours été une bonne chose. Mais ça dépend des circonstances, des animateurs et de la motivation. Par rapport à la réalité actuelle, s'il fallait parler de dialogue, comment on peut s'y prendre? Ça ne sert à rien de dialoguer avec Félix Tshisekedi, ça ne sert à rien de dialoguer avec Kabila, ça ne sert à rien de dialoguer avec Nanga. Le dialogue, c'est important, mais on n'est pas obligé. Vous avez cité les acteurs majeurs de la situation. Ah, mais si vous le considérez comme majeur... C'est le président de la République, c'est lui qui représente la nation. Garant des institutions ou encore voilà, des institutions. Je crois que j'ai pris les risques. Vous avez parlé de Kabila qui l'autre fois était président de la République. Ça c'est votre perception à vous. Et aujourd'hui Nanga qui représente la rébellion. Je crois que vous dites que dialogue sans le 3 là. Je crois que j'ai pris les risques de vous dire ce que je pense et je crois que l'essentiel des Congolais ont entendu ce que j'ai dit. J'ai dit et je vous remercie. Je crois que je suis clair. Arrêtez de tournoyer sur les périphéries. Nous sommes là en train de parler nation. On n'est pas en train de parler de vie. Même dans un moteur de véhicule, s'il y a un élément défectueux, qu'est-ce qu'on fait? On l'enlève. Vous voulez associer la vie de la nation et celle de Félix Tshisekedi. Vous vous trompez. Ce n'est pas ce qu'on a dit. Vous voulez sauver quoi au giste? Le pouvoir, la nation, le pays. Alors, si vous voulez sauver la nation, ayez un leadership fort, un leadership discipliné. Félix Tshisekedi ne répond pas au profil. Je suis clair. Alors, comme vous voulez... Il faut être... je sais que vous êtes également respectueux des textes. Cher ami, quel texte? La Constitution nous dit clairement que les élections seront organisées en 2028, donc 5 ans. N'est-ce pas? Mais est-ce que moi je parle des élections? S'il vous plaît, laissez-moi évoluer et puis je vais arriver là où je voulais poser la question. Ce qui dit, les mandats continuent du président Félix Tshisekedi. Aujourd'hui, il y a une situation, il y a l'insécurité, il y a l'occupation, il y a l'agression, bref, il y a une rébellion dans la partie Est. Ah, c'est devenu une rébellion. Congolais, et comment vous qualifiez ça? Non, moi je pensais à une certaine époque qu'on parlait de l'agression. C'est une occupation, c'est une agression de l'armée rwandaise via certains Congolais que vous avez cités, qui a maquillé l'histoire. Ne nous amenez pas dans cette guerre sémantique, vous risquez de vous embrouiller pour rien. Vous avez dit que c'était une rébellion, c'est une crise congolaise. C'est ce que vous dites. Vous voyez ces contradictions-là? Vous oubliez qu'il y a eu un accord à Washington avec le Rwanda par rapport à la même situation. Et pourquoi avons-nous... Kagame reconnaît la situation? Non, mais il a reconnu quelle situation? Kagame a été exempté de toute peine? Non, n'allons pas sur ce terrain. Non, n'allons pas. Vous voulez qu'on aille sur quel terrain? Non, par rapport Kagame a été exempté de toute peine? Ben ça, c'est vous. Kagame a été primé? S'il vous plaît. Ça, c'est vous qui le dites. Oh, moi, j'ai voulu poser on ne peut pas signer un accord de coopération avec un agresseur. Ça, ce sont les basiques. Allez, Bourgeois. Nous parcourons un danger, nous, le Congo. La balkanisation dont vous avez évoqué ici, c'est vrai,
dans le chef des Congolais, ça ne passera pas et ça ne va jamais passer. Ça, c'est ce que vous dites. Nous en sommes convaincus. Qui vous dit qu'un peuple inconscient aura le moyen de se battre pour maintenir l'intégrité territoriale. Nous ne sommes pas des inconscients, nous les Congolais. Ah. Ici, moi, j'ai j'ai voulu poser la question. Vous avez dit que on peut beau dialoguer sans les 3 noms que vous avez cités. Oui. Comment ça va se passer d'après vous? D'après moi, quoi? C'est vous qui voulez le dialogue. Ah ben vous avez dit que le dialogue, ce n'est pas mauvais. Non, mais effectivement, le principe du dialogue n'est pas mauvais en soi. Ouais. Mais c'est vous qui voulez avoir les dialogues. Qui va convoquer ces dialogues? Qui vont se retrouver autour de la même table? Ça sera pour parler de quoi? Cher ami, oui. Si vous voulez trouver des solutions comprimées aspirine ou des solutions palliatives, vous allez mettre autour d'une table Kabila, Félix et Nanga. Ce sont les 3 composantes de ce que vous appelez ceux qui ont été à l'origine des FCC Cash. Ça, vous résolvez le problème de Kabila, de Félix et de Nanga. Ils vont parler de non-respect de leurs accords, mais in fine, ils auront certainement un autre accord qu'ils pourront éventuellement respecter. Mais la grande question que vous devez vous poser, nous parlons de la nation ou nous parlons de Kabila, Félix et Nanga? Nation. Non, n'associez pas, c'est pas la même chose. C'est pas le même dossier. Moi, je parle de nation. Moi, je ne parle pas des intérêts de quelqu'un. Non, on n'est pas dans le même débat. Donc, vous pensez que, on croit ce que vous dites, vous pensez que ce que nous vivons aujourd'hui, c'est à cause de ces 3 personnages-là. Ce que vous vivez aujourd'hui, c'est à cause de ces 3 personnages. Et ce sont des fertilisants pour faire avancer l'idée de la balkanisation. Ce sont les 3 personnes-là. Maintenant, on complote avec Kagame. La justice congolaise avec Kagame. La justice Kabila va souvent là-bas. La justice congolaise s'est prononcée par rapport à ces dossiers. Quelle justice? De chez nous. Vous avez parlé de l'infiltration, vous avez parlé de la trahison. Oui. Aujourd'hui, Kabila est considéré comme un condamné parce que, en croire notre justice, il serait, ou encore il est des mèches, même pas il serait, il est des mèches avec le Rwanda pour alimenter la rébellion. La justice était-elle indépendante? Non. Moi, la justice était-elle indépendante? Ce n'est pas à moi parce que juger, moi je peux apprécier. Moi je peux apprécier. J'ai le droit d'apprécier la prestation de juge. Moi je vous pose des questions s'il vous plaît. Voilà. Parce que vous avez dit que ce que nous vivons, c'est à cause de 3 personnalités. Oui. Alors que il y a des nations, ou encore, oui, il y a des nations qui sont impliquées par rapport à la situation. On cite le Rwanda, qui alimente la rébellion via certains Congolais. On parle de Kabila, on parle de Nanga. Mais ne voyez pas que les autres Congolais, pour sauver la même nation, peuvent se retrouver ensemble et mettre les intelligences, réunir les intelligences pour sauver le pays. Effectivement. C'est là où moi je suis. Moi, je ne suis pas contre l'idée du dialogue. Mais j'ai dit, on ne va pas dialoguer avec Kabila, avec Félix, avec Nanga. On risque de parler du FCC Cash. Voilà pourquoi je vous pose la question. Sans le 3 là, comment ça va se passer? Non, mais pourquoi voulez-vous lier la vie de la nation? Vous avez dit il faut exclure ces 3 personnes. Libre à vous. Mais comment on va s'y prendre? Non, mais comment s'y prendre? Pour organiser le fameux dialogue. Non, mais voilà pourquoi je vous dis, n'associez pas vos questions, vos problèmes à vous, de défendre les individus. Moi, je parle nation. On ne défend pas les individus. Non, mais voilà, parce que vous voulez me dire, il y a des hommes providentiels, on ne peut jamais parler nation, on ne peut jamais chercher à sauver la nation, tant que nous n'allons pas intégrer dans ça Félix Tshisekedi, Kabila, Nanga. Je vous dis, ce n'est pas le postulat que moi je défends. Avec toute honnêteté, qui engage la République aujourd'hui? Quelle République? S'il faut, la démocratie du Congo. S'il faut parler Congo, qui représente la RDC? Bon, prenons alors l'hypothèse que Félix Tshisekedi est traître. Voyez-vous? Si on a mené les éléments qu'il est traître, comment ça va se passer? Parce qu'apparemment, les gens n'ont même pas la culture de lire la Constitution. Moi, je vais vous aider à bien lire la Constitution. Parce qu'apparemment, les gens ne veulent pas comprendre. Ou soit peut-être vous avez peur. Non, parce que c'est sur base de quoi vous dites que... Non, mais je vous dis, la Constitution a déjà réfléchi sur ça. La Constitution a déjà réfléchi sur ça. Ne donnez pas l'impression comme si on va inventer la roue aujourd'hui. L'article 217. Je commence d'abord par l'article 216 de notre Constitution. D'accord. Si la Cour constitutionnelle consultée par le président de la République, par le Premier ministre, non, l'article 166, pardon. Ah, d'accord. 166, désolé. Ben, ça arrive, c'est normal. Oui, désolé. Je ne voudrais pas leur donner la possibilité de dire ce qu'ils pensent là. Voilà. La décision de poursuite ainsi que la mise en accusation du président de la République et du Premier ministre sont votées à la majorité de 2 tiers
de membres du Parlement composant le Congrès suivant la procédure prévue par le règlement intérieur. La décision de poursuite ainsi que le membre du gouvernement, là c'est après. Article 167. En cas de condamnation, le président de la République et le Premier ministre sont déchus de leurs charges. Qui le dit? C'est moi ou c'est la Constitution? La déchéance est prononcée par la Cour constitutionnelle. La justice a une responsabilité dans ça. Alors, si vous allez maintenant à l'article 164, la Cour constitutionnelle est le juge pénal du président de la République et du Premier ministre pour des infractions politiques de haute trahison. Ce n'est pas moi qui l'ai dit. Article 165. Sans préjudice des autres dispositions de la présente Constitution, il y a haute trahison lorsque le président de la République a violé intentionnellement la Constitution ou lorsque lui ou le Premier ministre sont reconnus auteurs, co-auteurs ou complices de violations graves et caractérisées de droits de l'homme, de cession d'une partie du territoire national. Il y a atteinte à l'honneur ou à la probité, notamment lorsque le comportement personnel du président de la République ou du Premier ministre est contraire aux bonnes mœurs ou qui sont reconnus auteurs, co-auteurs ou complices de malversation, de corruption ou d'enrichissement illicite. La Constitution vous dit comment procéder. Alors, quand vous me posez la question, et si on ne met pas Félix Tshisekedi, supposons que nous soyons dans le cas de violation intentionnelle de la Constitution. Supposons, ok. Non, mais nous sommes en train de supposer aujourd'hui, là. Mais il va partir. Ne liez pas la vie de la nation à la personne de Félix Tshisekedi. C'est ce que vous supposez, heureusement. Oh, mais c'est ce que je vous dis. Parce que la Cour constitutionnelle ne veut pas rendre justice à l'État. L'Assemblée nationale et le Sénat ne veulent pas faire leur travail. Mais la Constitution a prévu le mécanisme de faire partir un président. Même s'il y aura dialogue, si Félix Tshisekedi, il s'avérait qu'il a violé la Constitution au regard de ce que nous fustigeons, il s'avérait qu'il a violé intentionnellement la Constitution au regard de dispositions pertinentes de l'article 164-165, il peut partir sans nécessairement qu'il y ait élection. C'est constitutionnel. Vous me dites non, il a encore les mandats, on n'a pas encore... Non, pour faire partir un président, il ne faut pas nécessairement attendre les élections. Déjà, il n'y a pas eu la haute trahison. Donc ça, c'est ce que vous dites. Vous n'avez même pas réfléchi sur ça. Heureusement, vous supposez ça. Vous savez pourquoi je suppose? Vous supposez. Vous savez pourquoi je suppose? Allons dans la logique qui est votre. Oh, cher ami. Hein? Alors, dans votre logique, vous qualifiez certains des traîtres. Oui, de l'intérieur et de l'extérieur. Vous avez dit qu'il faut... Bon, il est nécessaire, peut-être ou encore important d'aller au dialogue sans certaines personnes. Oui. Vous avez cité 3. Vous étiez précis quant à ceux. Oui. J'ai voulu vous poser la question, ou encore j'ai posé la question comment ça va se passer, vous n'avez pas voulu répondre. Non, je vous ai donné la référence conditionnelle. Je vous ai donné la référence conditionnelle. Je peux aussi vous lire l'article 75. Je peux aussi vous lire l'article 64. Nous sommes dans la Constitution. Le président Félix Tshisekedi finira par partir. Ah. Tshisekedi part. Non, laissez-moi continuer. Non, je ne vais pas vous laisser. Allez réagir. Non, attendons alors le jour où il va partir. Appelez-moi, on va en discuter. S'il vous plaît. Il finira par partir. Vous avez dit qu'on peut organiser les dialogues sans le 3 là, sans eux. Oui, okay. C'est possible. Et si cela arrivait, c'est alors que la paix, ou encore, c'est alors que nous allons récupérer les zones occupées à nos jours par... Mais cher ami, ne créons pas d'amalgame pour rien. Vous qui vous battez pour la paix, continuez à faire vos aventures là. Moi, je me bats pour la dignité nationale, le respect strict de la Constitution et de la conformité de la gouvernance. C'est ça mon combat. Aujourd'hui, si le Congolais avait en commun ces systèmes de valeurs, personne n'allait prendre de mauvaises décisions et rester impuni. Personne. Avant que Félix Tshisekedi n'arrive au pouvoir, on parlait déjà de 6 millions de morts, n'est-ce pas? Tout le monde savait que c'était le Rwanda qui était derrière, notamment. Qu'est-ce qui a pris Félix Tshisekedi d'aller pactiser avec Kagame? Vous ne savez même pas ce que nous avons ressenti lorsque, ici au stade, on nous chantait « Yonani ». On savait que Kagame était un sanguinaire. Nous le savions.
Et c'était quoi l'intention d'approcher Kagame, n'est-ce pas pour... cette intention, c'est l'intention de marcher sur la mémoire de tous ceux qui ont été tués. C'est ça l'intention. On va se quitter. Merci. C'est ça l'intention. Vous voulez quoi? On ne va pas lier la vie de la nation à la vie de Félix Tshisekedi. Que peut-on retenir de votre passage à nos jours? J'ai posé la question à l'époque les dialogues, vous avez répondu à votre manière, c'est vrai. Mais en termes de conclusion, par rapport à ce qui se trame, par rapport à ce que pensent les Congolais, un dialogue inclusif où les Congolais vont se retrouver autour d'une table, vous, à votre manière, vous pensez exclure certains. Que peut-on nous retenir et par là qu'on va... Comme l'intention est de sauver le pouvoir de Félix Tshisekedi. L'intention est de sauver la nation. Comme l'intention est de calmer les ardeurs des Nanga et de permettre à Kabila de recouvrer son droit politique. Continuez avec votre aventure. Moi, je continue à croire à ce que je crois. Peut-être demain, je vais vous donner raison. En ce moment-là, je viendrai vous dire, oui, je reconnais que ce que vous avez fait, on a connu des avancées, bravo. Parce que moi, je me souviendrai toujours de ce qui s'était dit en 2001, 2002. On a dit à la population que le dialogue allait résolver le problème congolais. Nous avons dialogué. Nous avons signé un pacte social. Ce pacte social a été cristallisé dans la Constitution. Nous avons organisé les référendums. Nous avons organisé les premières élections, deuxième, troisième, quatrième. Et aujourd'hui, nous revenons à la case du départ. On va dialoguer avec les criminels. Pour dialoguer avec les criminels, il faudrait qu'il y ait une loi d'amnistie. C'est-à-dire, on va consacrer l'impunité. Mais c'est aussi une demande faite par une tranche de l'opposition, non? Suivez ce que moi je vous dis. Ici, Fayoulou, par exemple. Suivez ce que moi je vous dis. Suivez ce que moi je dis. Je ne suis pas représentant de Fayoulou. Suivez ce que moi je dis. J'ai cité aussi l'église catholique. Oui, suivez ce que moi je dis. Vous voulez que je suive les autres, pourquoi? Moi, je n'ai pas le droit d'opiner là-dessus. Non. Alors, suivez ce que moi j'ai dit. Ça me fait mal de voir tous les criminels assumer de fonctions dans cet État. Ce n'est pas la volonté de... Alors, voilà pourquoi je dis ça doit s'arrêter. On ne va pas continuer indéfiniment à tuer le Congolais et in fine, on leur accorde des chèques en blanc. C'est ce que Tshisekedi refusait depuis longtemps. Il ne voulait pas qu'il y ait dialogue. C'est faux. Il ne voulait pas qu'il y ait mutualisation de force. Monsieur Félix Tshisekedi, le parti politique de Monsieur Félix Tshisekedi a été signé dans un rapport de Conseil de sécurité comme partie prenante à la crise militaire. Arrêtez ça. Moi, je vous parle de l'âme congolaise est en train de mourir. Vous venez me défendre les individus. Il y a des Congolais qui meurent, non? On ne défend personne. Non. Cher ami, merci d'être venu. Oui, merci. C'est pas ici qu'on va se quitter. Merci. On peut vous retrouver prochainement. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Je rappelle que vous êtes le coordonnateur de ce mouvement qu'on appelle le BAT, les Vonnus Bâtissons. Et vous faites partie aussi de cette génération rupture. C'est quoi la génération rupture? C'est ce que je viens de vous dire. On doit arrêter ça. On ne doit pas continuer indéfiniment à tuer les Congolais et avoir des arrangements. On va amisser les criminels, les assassins, les détourneurs. Mais nous qui souffrons, personne ne parle de nous. C'est pas normal. C'est pas normal. On a accordé les chèques en blanc. Le Moussa Nyamwisi, le Roger Lumbala, les Bemba, et tous ces gens-là ont pris des armes. Ils ont tué dans ces pays. Miroul carrosse avec des cortèges. Mais leurs victimes sont encore là. Ils attendent justice. Bon, merci. Moi, j'ai fait ma part. Je sais qu'il y a des risques, mais je dis ce que je pense. Il y a des risques, c'est-à-dire... mais voilà. Je dis ce que je pense. Qu'est-ce que vous appelez risque? Cher ami, on va s'appeler. Merci. On se quitte par ici. Merci, vous y étiez nombreux. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Merci Alain Bolodjoa d'avoir répondu à notre invitation. On va vous retrouver demain. Ça sera avec le même plaisir pour un nouveau numéro. Les internautes, abonnez-vous à Nice Télévision, abonnez-vous à la RTVS1. Demain, c'est samedi, oui, ça sera plutôt la rediffusion de ce numéro, voulais-je dire. Voilà, demain, ça sera la rediffusion de ce numéro. La rediffusion, c'est aussi à 18h. Et les internautes, abonnez-vous à Nice Télévision, abonnez-vous à la RTVS1. Merci à Tonton Ebongo qui était à la réalisation, à la régie finale et devant toutes les 3 caméras devant nous. Et merci à l'assistance de nos amis qui sont là. Et merci encore une fois de plus Alain Bolodjoa pour la disponibilité partie remise, comme j'ai dit, et on peut vous retrouver prochainement. Merci. Merci. Allez, au revoir. C'est la fin. T'as pouvoir.